Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Julien Charpentier. Bienvenue dans cet épisode de Stéroïdes, le podcast. Je suis avec mon ami Julien Charpentier. Nous allons parler d'un film qui a changé, je pense, la face de l'histoire du cinéma américain. Il s'agit de L'Arme Fatale 3. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Salut Julien. L'Arme Fatale 3, pourquoi ? Alors moi déjà on va mettre un petit... on va placer peut-être la raison pour laquelle c'est L'Arme Fatale 3 et pas L'Arme Fatale ou L'Arme Fatale 2. Il y a deux raisons à ça. Si vous nous suivez depuis un moment déjà, et peut-être pas dans un épisode de Stéroïdes, mais en tout cas dans un épisode de Capture Mag le podcast, on avait parlé de la carrière de Shane Black. Shane Black est l'auteur original de L'Arme Fatale et en tout cas d'une partie de L'Arme Fatale 2. Donc si vous voulez savoir ce qu'on pense des films, apprendre des choses dessus, etc., il faut vraiment aller sur ce podcast-là. Donc c'est Capture le podcast, les longs formats, c'est ça ? Le podcast, le long, voilà, qui date d'il y a 2 ans maintenant, je sais plus lequel numéro c'est, mais en tout cas, bon, c'est pas difficile à trouver. Vraiment, mot-clé Capture Mag, Shane Black, je pense que vous allez tomber dessus. Deuxième raison, c'est que en fait, on avait aussi consacré un épisode vidéo de Stéroïdes, à Shane Black, qui est écrit par Julien Charpentier, qui est ici présent, voilà, et dont on parle quand même finalement à pas mal du fonctionnement en fait d'écriture de Shane Black. Alors c'était consacré surtout à Au revoir à jamais, on s'était concentré sur cette sur ce choix de film, comme on le fait en général, mais il y a quand même une grosse intro sur L'Arme Fatale, sur les personnages, sur tous ces trucs là, donc voilà, donc ça c'est pareil, vous pouvez aller jeter un œil sur la vidéo, je pense que si vous tapez sur YouTube encore une fois Stéroïdes Shane Black, vous allez tomber dessus. D'autant que Shane Black étant un scénariste, il est comme tous les scénaristes, il a un sac à malice, donc ce dont on parle sur Au revoir à jamais, ça peut être aussi des choses qu'il a déjà utilisées dans ses travaux précédents. Voilà. Et en l'occurrence, en fait, on parle de L'Arme Fatale 3 parce que c'est quand même un film, alors je plaisantais évidemment en disant qu'il a changé la face de l'histoire du cinéma, c'est pas tout à fait vrai, ne me croyez pas quand je dis des fois des conneries, mais en l'occurrence, c'est clairement le film qui a changé la face de la franchise. Ça, je pense qu'on peut le dire, qui dérivé gentiment vers la comédie dans L'Arme Fatale 2, ça je pense qu'on peut le dire aussi, mais avec quand même des moments assez noirs. On va spoiler un peu L'Arme Fatale 2 par exemple, ce pauvre Martin Riggs qui a déjà perdu sa femme avant le premier Arme Fatale, se retrouve avec Patsy Kensit par exemple dans la suite, et en fait c'est pareil, il la perd aussi, donc elle meurt. Donc en fait on est vraiment à mi-chemin entre la comédie potache façon Three Stooges, puisque c'est leur leur référence ultime apparemment. C'est assez étrange, voilà, pourquoi pas. Mais c'est celle en tout cas de Donner et de Mel Gibson. Et en même temps le polar noir dur à la Shane Black, quoi, tout simplement, quoi, qui lui aussi fait de l'humour mais pas le même type d'humour, quoi. Voilà. Est-ce que tu pourrais nous pitcher L'Arme Fatale 3, Julien ? Alors encore une fois là, il faut le préciser si tu veux, parce que c'est devenu une habitude chez nous, un film que tu aimes beaucoup et un film que j'aime pas trop, donc voilà. Mais en fait moi j'ai des raisons alors vraiment très spécifiques de pas aimer le film, mais on en parlera après. Alors, c'est pas un film que j'aime beaucoup, c'est un film que j'aime bien. Et que j'avais pas revu depuis honnêtement très longtemps, et j'avais un peu peur de le revoir en me disant tu sais, il y a toujours ces films que t'as adorés quand t'avais 15 ans, ça veut pas dire que tu vas les adorer quand t'as 30 ou 40, et là en le revoyant... Voire 45, faut le dire, Julien. Ah non, j'ai pas 45 ans, pas du tout. Ah d'accord. Autant pour moi. Voilà, merci. Et donc j'avoue, j'ai pris beaucoup de plaisir à le revoir. Je trouve que c'est un film d'action tout à fait sympa. Alors pour le pitch, donc c'est la 3e aventure de Riggs et Murtaugh pour un fait étonnant. Murtaugh va prendre sa retraite, ce qui était jamais arrivé avant, et il lui reste globalement 1 semaine avant la quille, donc il veut faire du relax, et puis par hasard ils font une bêtise au début du film sur laquelle on reviendra probablement au cours du podcast. Ils se retrouvent à la circulation, et en se retrouvant à la circulation, ils mettent le doigt dans un engrenage qui leur permet petit à petit de remonter la piste d'un trafic d'armes, en gros. Voilà, et là t'oublies qu'il y a quand même un perso principal qui vient se forger là-dedans, qui est aussi un personnage de femme flic. Effectivement, je l'ai pas mentionné, mais l'une des spécificités de L'Arme Fatale, c'est qu'à chaque épisode, on te rajoute quelqu'un. Dans le deuxième, on nous avait rajouté Joe Pesci, Léo Getz, et dans celui-là, va arriver une enquêtrice des affaires internes, qui est jouée par René Rousseau, qui s'appelle Lorna Cole. Voilà, qui est un personnage un peu badass. On pourrait penser que c'est le love interest, ce qu'elle est, mais c'est pas seulement ça. C'est aussi une vraie flic bien dure à cuire. Et l'un des rares points d'ancrage, en fait, qui n'est pas propice à une blague.
Parce que c'est ça le truc en fait. Alors il y en a un petit peu, il y a un peu d'humour, et d'ailleurs notamment leur scène de séduction est un peu con sur les bords, mais enfin voilà. Mais de toute façon, je pense que très drôle. Ouais, faut être honnête, et c'est quand même très con l'Arme Fatale 3. Hein. Enfin, Ouais. je veux dire, faut le préciser quoi. Donc on parle de l'Arme Fatale 3 parce que voilà, mine de rien, c'est quand même un gros film d'action, hein. Enfin un gros buddy movie. On est en plein dans la cible de stéroïdes, et pourtant il y a pour moi quelque chose qui va pas. C'est-à-dire que en gros, le problème fondamental que j'ai, c'est que outre le fait qu'on se base sur des persos en fait préexistants qui pourraient donc éventuellement justifier le fait d'être à l'aise avec ce film, c'est-à-dire de rentrer dedans avec un certain préétabli, bah justement moi c'est ça qui me pose problème, c'est que d'un seul coup le ton, même si ça a été progressif comme on l'a dit en fait, est vraiment dans la comédie potache, c'est-à-dire que y compris dans les dialogues, c'est à un moment donné il y a je trouve en fait une problématique d'écriture de comédie, parce que disons-le clairement, c'est une comédie d'action, mais une comédie quand même. C'est les personnages qui se parlent dessus. Tu vois, et en fait, si tu veux, dès le début, c'est-à-dire qu'on va. Alors, parlons de la première scène par exemple. Dès les 3 premières minutes du film, il y a un dialogue absolument incompréhensible. Je sais pas si tu arrives à le comprendre, mais lunatique. Tu vois, enfin, ça devient n'importe quoi pour justifier d'aller chercher une bombe, en fait, si tu veux, qui, effectivement, est dans un sous-sol d'un bâtiment. Et c'était une excuse, cette scène, en fait, puisque ce qui s'est passé à l'époque, comme ça s'est passé d'ailleurs sur Demolition Man, c'était une des grandes spécialités à cette époque-là de Joel Silver. Silver, c'était l'un de nos artificiers préférés. Voilà. Et voilà la raison. Voilà, et le truc, c'était avant Michael Bay, avant que Michael Bay lui prenne le trône, on va dire, quoi. Joel Silver était connu comme le mec qui aimait bien faire péter les immeubles, tu vois, et en l'occurrence, la ville de Los Angeles... C'est pas Los Angeles, c'est Orlando. Orlando, d'accord, autant pour moi. La ville d'Orlando les avait appelés pour leur dire, écoutez, si vous êtes intéressés, en fait, on peut monnayer la destruction de cet immeuble, puisqu'on va le faire, là, au moment... Je sais pas si vous vous rendez compte, si vous êtes producteur de cinéma Hollywood, tout d'un coup, vous recevez un email d'une mairie, parce qu'en fait c'est la mairie d'Orlando, même si la scène est supposée se passer à Los Angeles. Bien sûr, ouais. C'est bel et bien la mairie d'Orlando qui les contacte en disant bon, on sait que vous aimez bien tout faire péter. Ah, ils ont pas reçu un mail à l'époque. Si. Ah, c'était un mail. C'était un courrier. Je crois que c'était un mail. Alors il devait pas en avoir beaucoup à l'époque. Ouais. Mais bon, attends, c'est Joel Silver. Ouais, d'accord. Le mec est un peu à la pointe. Ou peut-être un courrier en attendant, mais qui leur dit clairement, est-ce que vous êtes intéressé par venir avec vos artificiers pour, de toute façon, c'est évidemment, de toute façon, on va détruire l'immeuble. Est-ce que ça vous intéresse de le faire péter devant une caméra? Voilà. Et en fait, c'est ce qu'ils font. Ouais. Dans le film. C'est-à-dire qu'en gros, et ils construisent une scène autour. Et une scène qui est littéralement... donne le ton du film, quoi, il faut être honnête, parce que le truc, c'est que pour le coup, c'est donc la relation entre Riggs et Murtaugh. Le côté, il y en a un qui est foufou, qui l'embringue dans l'autre, et l'autre qui veut pas y aller, mais qui y va quand même parce que c'est son meilleur ami. Et avec des dialogues, genre, pour moi, littéralement, Enfin, je veux dire, si on aime l'écriture à punchline, on passe de Shane Black, en fait, si tu veux, où t'as quand même des putains de punchlines de malade, tu vois. Si vous connaissez pas vos droits, je pourrais vous dire, mais rien qu'à voir vos gueules, vous les connaissez déjà. Je suis sûr que vous les connaissez déjà. Enfin, c'est des trucs comme ça, c'est des vrais punchlines, tu vois. Même je suis trop vieux pour ces conneries, c'est resté, quoi, tu vois. Ce genre de choses. Et là, en fait, on se retrouve lunatique, c'est la catastrophe. Tu sais, pour moi, déjà, les bras m'en tombent, hein, si tu veux, quand je vois ça, quoi, tu vois. Qui présente des personnages qui sont certes à la base torturés, mais quand même intelligents, et ce que tu veux, etc., etc. Là, c'est des cons finis. Ils sont crétins, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ils appuient sur le fil pour faire péter le truc, tu vois. Et ils sortent du truc, et outre le fait que les mecs, en fait, ils ont littéralement 5 secondes pour apparemment remonter, j'imagine, 4 étages de parking, si tu veux, et sortir avant que ça explose, si tu veux. Mais bon, ça, on va dire que c'est le cinéma, tu vois. Voilà. Ils te font péter l'immeuble. Alors, heureusement qu'ils te font péter l'immeuble, que c'est en dur et que c'est cool, tu vois. Mais là, en fait, je trouve que ça donne le ton pour le reste du film, quoi. Et alors, justement, le truc, c'est que derrière... on parlait en fait, toi et moi, de Patrick Swayze et de la physicalité de l'acteur du héros d'action. Et moi, pour le coup, si tu veux, je pense que c'est quelqu'un qui est un bien moins bon combattant. Mel Gibson, par exemple, je sais pas son background, en fait. C'est pas un danseur, c'est pas tout ça. Et pourtant, il a une physique que j'adore, moi. C'est-à-dire que je l'ai toujours trouvé absolument excellent, en fait, en héros d'action, que ce soit dans Mad Max ou dans L'Arme Fatale, justement, parce qu'il a cette physicalité, il a ce truc. Et pour moi, en fait, du coup, lui ou Bruce Willis, même Stallone, tout ça, je veux dire, représentaient vraiment des héros d'action parce qu'ils avaient une vraie manière d'arriver à bouger devant la caméra. Ce qui est, par exemple... totalement différent chez Clint Eastwood et chez Arnold Schwarzenegger, que j'adore, hein. Mais eux, ils avaient une vraie agilité, une vraie façon de bouger, et notamment Mel Gibson, je trouve, le plus que les autres, quoi.
Et du coup, c'est aussi un des trucs plaisirs que tu veux voir en fait quand tu vas voir le film. C'est-à-dire le côté un peu inattendu du personnage, un peu machin, etc., etc. Et en fait, ce héros d'action, cette grande figure un peu tragique en plus, qui plus est, dans l'Arme Fatale 1 et 2, bah là, ça devient un mec qui se baisse par terre et qui mange des croquettes de chien, quoi. Et ça, c'est pareil, c'est un des trucs en fait où je me suis dit, mais on va où là ? C'est-à-dire que c'est quand même, il y aurait pas ça serait La Manière Forte ou un autre buddy movie de cette époque-là, parce que justement il y a eu un shift en fait, j'ai l'impression dans les buddy movies, il y a vraiment un changement à l'orée des années 90 où d'un seul coup le genre du buddy movie c'est vraiment littéralement tourné vers la comédie. C'est-à-dire que je pense que c'était le délire de Richard Donner. Ah oui. Mais t'avais les John Badham, plus tard les Brett Ratner qui se sont engouffrés dans ce genre de logique en fait et qui ont commencé à faire des buddy movies qui étaient principalement des buddy movies comédie avec un peu d'action. Et plus on avançait dans la décennie des années 90, et moins il y avait d'action, quoi, tu vois. Moi, dans mon souvenir, en voyant l'Arme Fatale 3, je pensais qu'il y avait moins d'action que ce qu'il y en a finalement. C'est-à-dire qu'il y a quand même de l'action. Après, ça reste de l'action, moi je trouve assez plan-plan. Mais enfin, ça, on va en parler après. Mais surtout, elle n'est pas incarnée pour moi, cette action-là, à cause justement de ce travestissement du personnage principal. C'est-à-dire que Murtaugh, on sait que c'est le vieux Colt, tu vois, le vieux fusil, le mec qui, comment t'appelles ça, il s'est présenté comme ça depuis le début en fait. Oui. Voilà, donc on n'a pas trop de problème. On sait que c'est pas lui qui va mener les scènes d'action, mais le vrai chien fou, le personnage dingue, le mec qui du coup mène en fait l'écriture entre guillemets des scènes d'action, c'est Mel Gibson. Et en fait, bah du coup on le perd complètement, puisque d'un seul coup, je te dis, c'est un mec qui, le meilleur exemple, c'est je bouffe des croquettes pour chien, mais il y a pas que ça en fait. Il y a tellement de trucs en fait où ils se font des blagues tout le temps en fait, si tu veux, donc je trouve qu'on perd totalement cette dynamique là, et c'est dommage parce que c'est vraiment dans l'Arme Fatale 3 en fait, si tu veux. Shane Black le dit d'ailleurs, en fait il y a beaucoup de gens qui viennent le complimenter sur l'Arme Fatale 3 et il déteste qu'on lui fasse ça parce qu'il n'a absolument rien à voir, il déteste le film, et il déteste je pense le film à cause de ça, principalement. Pour vous redonner juste un tout petit peu d'historique pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est qu'effectivement donc Shane Black a écrit l'Arme Fatale 1, il avait écrit l'Arme Fatale 2 sur lequel en fait il avait écrit le premier jet de l'Arme Fatale 2 sur lequel en fait il tuait Martin Riggs dans le film, et donc du coup celui qui pétait un câble, ça devenait Danny Glover. Le studio lui a dit t'es complètement malade mon garçon, après si tu fais ça, comment on fait une suite après, et puis t'es gentil, on n'a pas vraiment envie de finir un film sur un ton dépressif. Donc ils ont appelé pour les réécritures quelqu'un qui s'appelle Jeffrey Baum, qui a notamment aussi écrit le Indiana Jones et la dernière croisade, qui a donc remanié le scénario de Black et qui a effectivement orienté un peu plus vers la comédie. Et donc sur le 3, Shane Black n'a plus rien à y voir, c'est écrit par Jeffrey Baum, avec un point intéressant, c'est qu'il a écrit le premier jet, qui a ensuite été réécrit par un type qui s'appelle Robert Michael Kamen. Je ne sais pas si vous connaissez son nom, mais alors c'est une pointure du très mauvais, puisque c'est l'un des scénaristes attitrés de Luc Besson. Donc des trucs aussi incroyablement bien écrits que Le Transporteur ou que je crois Le Baiser Mortel du Dragon. Le Baiser Mortel du Dragon, que Tekken, Karate Kid, en l'occurrence, Karate Kid à la base. C'est vrai que c'est son titre de gloire. Donc ce type-là a réécrit le scénario de Jeffrey Baum, et quand ils ont vu les réécritures, ils ont réappelé Jeffrey Baum pour qu'il réécrive son propre scénario en disant non, mais en fait c'est pas bien ce qu'il a fait comme changement. Et donc effectivement on est sur une dynamique qui est beaucoup plus une dynamique de comédie. Là où tu dis que le film est une rupture, je suis à la fois... Dans la continuité. Voilà. Moi, je trouve que c'est une continuité en fait, c'est pas forcément un chemin, c'est le chemin qu'ils ont choisi. Ils auraient très bien pu alléger et dire ok, on va peut-être pas non plus partir dans la full comédie, parce que tu as raison, L'Arme Fatale 1, c'est un film policier noir avec un peu d'humour. L'Arme Fatale 2, on est sur du 60-40, mettez 60 où vous voulez, 40 où vous voulez, et là on est vraiment sur de la comédie policière. Mais je trouve qu'il y a une continuité. Il y a une continuité dans la mesure où je retrouve des personnages que je connais, et en réfléchissant, je me dis ok, Riggs, c'est un mec qu'on a pris plein la gueule, enfin c'est un type qui est dépressif au début, et au fur et à mesure des épisodes, il va se retrouver une famille, il va se recréer un bonheur, et surtout il va réussir à être prêt à revivre. Donc le fait qu'on introduise un personnage un personnage féminin qui va devenir le love interest de Martin Riggs, je trouve pas ça déconnant. J'ai pas l'impression de voir, je vois pas le film en disant mais ils ont fait n'importe quoi. Je me dis ok, ils ont choisi une direction qui va vraiment vers la comédie, et c'est surprenant, mais j'ai pas l'impression je me suis pas senti trahi en voyant L'Arme Fatale 3. Alors en fait ce que tu avances, oui, sauf que le problème c'est que alors ça, c'est cette trajectoire là, pourquoi pas,
C'est pas un souci pour moi en fait que le film soit un peu plus solaire que les autres, on va dire, si tu veux, puisque c'est le cas, hein, tu vois. Mon souci, c'est vraiment en fait dans le travestissement, encore une fois, du personnage. C'est-à-dire que il y a deux choses en fait qui sont. Il y a un truc qui a un impact direct, c'est-à-dire, encore une fois, le meilleur exemple que je peux donner, c'est il bouffe des croquettes pour chien. Tu vois, enfin, c'est à un moment donné, tu te dis, mais c'est tout ça, c'est sacrifié. Enfin, le personnage pour moi est sacrifié sur l'autel du gag de merde en plus, parce que c'est un gag de merde, hein, faut être honnête, tu vois. Mais bon, il y a pas que ça. Hein, c'est en fait, ouais, j'ai pas de problème à tuer des gens, mais j'ai un problème à tuer le chien. Moi, j'adore cette phrase-là. Hein. Mais moi, j'adore les chiens. Mais en fait, si tu veux, moi, j'adore cette phrase-là parce qu'elle résume aussi un truc très hollywoodien où on n'a aucun problème à tirer dans la tête des gens, mais le chien, faut toujours le sauver. Et tout d'un coup, il y a un film qui s'en moque. Et qui s'en moque d'une façon où tu fais... Bon, en même temps, c'est rigolo. Qui s'en moque, mais qui le fait. Et en fait, c'est surtout ça. C'est-à-dire qu'en fait, il le justifie plus qu'il s'en moque, je trouve. Mais bon, après... Moi, c'est une phrase que je trouve drôle. Alors, c'est pas Paul Verhoeven qui lui, quand il montre un chien qui meurt dans Starship Troopers, le montre complètement éclaté en disant « j'emmerde les chiens sauvés », quoi, en gros. Mais il y a le cynisme qui est pas un truc de d'honneur. Par exemple, à Independence Day, où on sauve le chien, malgré le fait qu'on bute la moitié de la ville. Mais en fait, si tu veux, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que... pour rester dans le buddy movie, par exemple, t'as une scène où on bute un chien dans La Relève de Clint Eastwood, tu vois. Et le truc, si tu veux, c'est que, en gros, j'ai du mal à voir en fait une moquerie dans le fonctionnement en fait de ce système-là, parce que dans ce genre de film, à cette époque-là, en fait, ça se faisait en fait de buter des animaux. C'était pas une question qui se posait en fait. Donc le truc, c'est que moi, je pense que c'est surtout Donner qui ne veut pas de ça, parce que Donner, il a ses petites marottes libérales, tu vois. Et en fait, si tu veux, il a son fonctionnement, il aime les animaux. Et moi, j'adore les animaux aussi. C'est pas la question, tu vois. C'est juste qu'on fait du cinéma là, tu vois. Et en fait, il te fait une scène autour du truc. Bon, très bien, passons, tu vois. Il lui fait bouffer des croquettes pour chien. Et à côté de ça, t'as le reste du récit qui rentre pour moi dans la sitcomisation de L'Arme Fatale. C'est-à-dire que ce que j'entends par là, c'est que de la même manière que tu disais, chaque épisode de L'Arme Fatale rajoute, si tu veux, un personnage, chaque nouvel épisode de L'Arme Fatale rajoute des gags, si tu veux, qui fait du wink-wink au fait au spectateur. C'est-à-dire les clins d'œil tout le temps en permanence. Rappelez-vous, 1, 2, 3. Est-ce qu'on va à 2 ou à 3, tu vois? C'était un gag, ça vous a plu dans L'Arme Fatale 2? On va le remettre dans L'Arme Fatale 3 5 fois. Et tu fais, mais en fait, vous avez capitulé, vous avez pas envie d'écrire des nouveaux gags, des nouveaux trucs, je sais pas, tu vois. Donc les nouveaux gags, c'est je bouffe des croquettes pour chien. Et donc, en gros, si tu veux, Dieu merci, par exemple, ils l'ont pas fait dans le 4, tu vois. Mais en vrai, le truc de 1, 2, 3, on y va à 3 ou après 3 ou je sais pas quoi, donc ça, c'est un des trucs qu'ils remettent. Le truc de, comment il s'appelle, de Joe Pesci. Le 1, 2, 3, c'est le Yippee-Ki-Yay Motherfucker de Die Hard. C'est dans tous les films, c'est une ceinture. Non, il est pas dans le premier. C'est dans le premier, 1, 2, 3? C'est pas dans le premier, je crois pas. Je crois non, le pas. Le 1, 2, 3, c'est sur les toilettes. C'est sur les toilettes. C'est sur les toilettes. Ils ont créé leur Yippee-Ki-Yay. Moi, ça me pose aucun problème qu'ils fassent ça. Ils l'ont créé avec le deuxième film. Dans Yippee-Ki-Yay, c'est dans le premier. Et l'autre truc, c'est que... Et alors, je vais te dire un truc, c'est que moi, je veux dire, j'ai beau adorer Die Hard et Die Hard 3. Tu vois, voilà, j'ai absolument... j'ai pas besoin, littéralement pas besoin qu'il sorte Yippee-Ki-Yay, tu vois. Et d'ailleurs, en fait, si tu veux, si tu regardes un peu comment Die Hard 3 a été fait, tu vois bien, en fait, si tu veux, tu suis les différentes bandes annonces que tu as pu voir, etc., tu vois bien qu'ils savaient pas où le caser, en fait. Et qu'ils l'ont tenté un peu partout et que finalement, ils ont gardé celui qui est à la fin, qui était en plus un reshoot de dernière minute, si tu veux. Donc bon, enfin, voilà, moi, j'ai pas besoin de ces conneries-là, si tu veux. C'est-à-dire que dans l'absolu, je sais qu'il y a des gens qui vont râler parce que, tu vois, il y a pas de Yippee-Ki-Yay s'ils mettent pas Yippee-Ki-Yay dans Die Hard 4 ou 5, mais moi, ce que j'attends, c'est un scénar, tu vois. Donc, le truc, c'est que là, c'est le même problème. C'est-à-dire que le 1, 2, 3, déjà, c'était pas un Yippee-Ki-Yay puisque ça arrive dans le deuxième, sur un gag en plus, encore une fois, parce que le truc de la scène des chiottes, c'est que ça devient carrément un gag à la fin. C'est-à-dire, je suis pas mort dans tes bras, je suis pas mort dans tes chiottes, je vais pas mourir dans tes bras, tu vois, ce genre de truc, tu vois, où tu te dis, putain, mais en fait, ils viennent de tuer Patsy Kensit, là, tu sais, donc fais pas des blagues, peut-être, tu vois, t'es en train de crever. C'était la scène finale de L'Arme Fatale 2. C'est la punchline finale, hein, le film se termine littéralement là-dessus. Hein. Donc voilà, c'est des trucs, en fait, où je pense qu'il y a une espèce de... En fait, ça traduit un je m'en foutisme, en fait, si tu veux, de ce qu'on raconte, tu vois, et qui est poussé parce que le seul intérêt, finalement, en fait, c'est de faire vraiment du clin d'œil. Il y a le 1, 2, 3, mais il n'y a pas que ça. Joe Pesci, c'est Christian Clavier dans le film, en fait, littéralement. C'est-à-dire que tu prends Christian Clavier à l'époque, quand il faisait Les Visiteurs ou La Soif de l'Or ou ce genre de truc, et tu mets, en fait, Joe Pesci en face, c'est la même chose. Oui, c'est un jeu légèrement outré. Voilà, et autant, moi, j'adore Joe Pesci, si tu veux, chez Scorsese, et tout ça, etc., voilà. Autant là, en fait, si tu veux, ça fait partie des trucs qui sont extrêmement problématiques, parce que tu attends à ce que vous avez aimé Joe Pesci quand il s'énerve, quand il dit on vous baise au resto route, on vous baise au machin, il va te le refaire là, tu vois. C'est que des trucs comme ça, quoi. Et fondamentalement,
Il arrive, alors il a un peu plus de scènes que dans L'Arme Fatale 2, peut-être un peu moins que dans L'Arme Fatale 4, tu vois, mais globalement, tu pourrais le gicler, l'histoire, elle changerait pas beaucoup. Changerait pas beaucoup. Donc en fait, il y a tout ce truc en fait de comment t'appelles ça, de ce que j'appelle la sitcomisation de l'action, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, on a mis en place un truc, si tu veux, dans les sitcoms, qui fait que vous avez aimé ça, ça vous a fait rire, ça a fait le plus gros taux d'audience, machin, etc. Bah on va le remettre, tu vois. Et le truc à outrance. Et du coup, on définit les personnages au fur et à mesure, en fait, si tu veux, on les écrit. Bah là, c'est un peu la même logique, mais ramené à une franchise. Ce qui fait que, déjà, voilà, à un moment donné, tu perds l'intérêt. C'est-à-dire que l'autre truc que Shane Black disait, et qui est quand même finalement assez évident, je trouve, dans L'Arme Fatale 3, c'est que pour lui, quand on lui a demandé d'écrire L'Arme Fatale 2, il a dit ok, mais il faut que c'est un vrai intérêt, en fait, si tu veux, qu'il faut vraiment que ça soit l'histoire la plus importante, donc ça top ce qui se passe dans le précédent. Et on pouvait en fait discuter de ça dans L'Arme Fatale 2, même si ça a été raboté. Là, dans L'Arme Fatale 3, c'est littéralement un épisode de plus. Ah oui, mais ça par contre, comme un épisode de série télé. Je vais pas défendre le film en disant oh là là, attention, c'est un chef-d'œuvre. C'est pas ce que je pense, hein. Mais et les problèmes que tu soulèves, ces problèmes de ce que tu appelles la sitcomisation, ils sont présents. C'est-à-dire qu'il y a quelques scènes dans L'Arme Fatale 3, notamment celle avec Léo Gates, que je trouve à la limite de l'embarrassant. Hein. C'est où tu fais, c'est long, c'est pas forcément très drôle. Ça sert pas à grand chose. Ça, je suis d'accord avec ça. Mais il y a une évolution des personnages que je trouve intéressante. Le fait est que c'est un film assez bancal, puisque dans ce genre de scène-là, t'as l'impression qu'ils se foutent des personnages. Et en même temps, t'as d'autres scènes où t'as une vraie, de vrais moments de personnages. Tout l'arc de Daryl est pas traité par-dessus la jambe. On voit la peine de Danny Glover et je trouve qu'elle est plutôt réussie. Et même dans le côté solaire, parce que tu l'as dit, Richard Donner, c'est un gars, globalement, il veut toujours des films plus solaires. D'ailleurs, c'est étonnant que dans sa carrière, il ait fait La Malédiction, L'Arme Fatale, parce qu'il aime... Enfin, tout le monde sait qu'il a signé pour un film qui s'appelle Assassin, et qu'ensuite, il l'a fait tellement réécrire que le personnage principal, qui est un assassin, ne tue personne. On en est là, tu vois, et quelles que soient les qualités qu'on trouve au film. Et donc, vu que c'est un mec solaire et qu'il a ces petits trucs, il y a aussi des moments comme ça, tu vois. Moi, il y a un truc que je trouve tendre dans le film. On voit, dans cette scène dont tu parlais tout à l'heure, la scène de la séduction. Donc la scène de la séduction avec les cicatrices, bon, moi je la trouve sympa. Je vais pas te la survendre. Par contre, ce que j'aime, c'est qu'on sent à ce moment-là qu'il y a une alchimie entre les deux, que ça commence à bien fonctionner. À quel moment Mel Gibson presque prend une décision d'essayer d'y aller, de voir si ça va passer. C'est quand il allume son ordinateur et qu'il voit qu'elle est à matrice des Trois Stooges. Et ça, moi, je vois ça, je fais, c'est bien vu, on t'en fait pas des tonnes, mais on a montré pendant 2 épisodes que le seul moment où ce mec-là se marrait encore, c'était quand il regardait les Trois Stooges, et ce qui le fait craquer, c'est ce moment-là. C'est un moment que je trouve tendre, c'est un moment de personnage que je trouve rigolo, intéressant, et du coup, je trouve que c'est à l'image du film. Il y a cette sitcomisation, il y a de l'humour qui est mal à propos, comme on dit. Il y a tout ça, mais il y a aussi, effectivement, des personnages qu'on aime à retrouver. Moi, le 3-2-1, j'étais content de le retrouver. L'autre exemple que tu as donné, je me souviens plus ce que c'est. Je sais plus, enfin, on parlait de Léo Gates, mais... Voilà, Léo Gates, j'étais moins content de le retrouver. Enfin, il y en a plein, c'est tout le temps. Hein. Le film est une pub pour les autres. Hein. C'est le truc, c'est-à-dire que ce que j'entends par là, si tu veux, c'est que, en gros, quand ils font des blagues là-dessus, si t'arrives avec le 3e film, tu comprends pas pourquoi c'est des blagues. En fait, la seule raison pour laquelle c'est des blagues, c'est parce que c'est arrivé d'avant. Ouais. Et du coup, c'est vraiment ce que je dis, du clin d'œil, en fait, pour le spectateur. Mais mais en plus, la formule a très bien marché, hein, puisque c'est le plus gros succès de la série. C'est 35 millions de budget, 320 à l'époque. 320, c'est beaucoup en recette monde. Donc ça a été le plus gros succès des 4, de loin. Et je crois que même en dollars en dollars constants, je crois que c'est toujours le plus gros succès. Et donc cette formule de films décontractés, de films qui se font un peu de tout, où il y a de l'humour, de la bonne musique, des scènes d'action avec des explosions, c'était aussi une des constantes du cinéma des années 90 qui visiblement plaisait beaucoup. Après, alors le truc que j'allais dire, si tu veux, c'est que j'aimerais pointer 2 choses quand même du doigt. Je trouve que c'est un film qui est très facile à revoir. C'est assez étonnant. D'ailleurs, c'est très rythmé, mine de rien, pour un film qui fait 2 heures et tout ça, etc. Donc c'est assez, tu peux pas enlever ça pour le coup, que ce soit au scénariste ou à Richard Donner ou quoi. Ce que je disais, il y a plus d'action que dans mon souvenir.
Il y a aussi un truc, c'est que en fait, c'est littéralement la plus belle lumière des 4 armes fatales. Ah, il est très très beau. C'est Yann de Bonte. C'est Yann de Bonte à la photo et on sent que le mec c'était un bon. Hein. Voilà, et ça a l'air de rien, mais en fait, t'es en train de regarder l'arme fatale 3 avec la lumière de Die Hard, si tu veux. Et en fait, le truc, c'est que, alors, c'est peut-être pas aussi travaillé, aussi, d'ailleurs, en termes, de toute façon, de caméra, de mouvement de caméra et tout ça, mais par contre, je parle vraiment en termes de lumière pure, c'est très très beau. C'est magnifique. C'est même, moi, pour moi, le rare truc, justement, qui vend, en fait, si tu veux, les passages dont tu parles. C'est-à-dire que, par exemple, tu parlais de l'arc avec Daryl. Moi, ce que j'aime pas avec cet arc, en fait, si tu veux, c'est que tu sens que c'est le papa qui donne la leçon aux gangsters, tu vois, parce que c'était le truc de l'époque, etc., que c'était dans le cinéma américain à cette époque-là, que t'avais l'année d'avant, t'avais comment t'appelles ça, l'émergence du cinéma black, si tu veux, tu vois, à Hollywood, avec notamment Boys in the Hood et Menace to Society qui arrivent un petit peu après, mais il y avait tout un tas de films en fait, parce que là on va parler, c'est les 2 films phares, tu vois, mais t'avais Juice, t'avais tout un truc avec Tupac et tout ça, t'avais un paquet de films qui sortaient à ce moment-là, et en fait ces films-là, tu sens que c'est tonton d'honneur, tu vois, qui arrive et qui fait les gars, faut pas vous entretuer quand même, c'est pas bien, tu vois, et en fait t'as envie de dire, mais mec, en fait si tu veux, t'as pas l'air de connaître du tout le sujet, en fait, ça se voit, en fait, c'est trop extérieur en fait le truc, quoi, tu vois, et limite ils s'en vantent presque dans le truc, parce que t'as Murtaugh qui comprend pas quand son fils lui fait parole, tu vois, Ward, tu vois, donc c'est des trucs, et je trouve en fait il s'en remet, il va boire une bouteille de Jack Daniels et puis c'est fini, tu vois. Bah, en même temps, on n'est pas dans un drame, donc évidemment qu'il faut mais s'en remettre en fait, vite, si tu veux, il s'en remet plus ou moins vite. Avec son fils, il s'en remet très vite aussi, si tu veux. Son fils lui dit je t'aime papa, il lui apprend comment se raser. C'est une jolie scène, lui apprend comment se raser. Ce que j'aime dans la lumière, par contre, c'est par exemple justement la lumière de la scène en soi, parce que c'est très Los Angeles, c'est-à-dire tu captes Los Angeles hyper bien, et mine de rien en fait l'arme fatale 1 et 2 n'avaient pas fait ça, je trouve, tu vois, alors que Die Hard le faisait, tu vois, clairement je trouve que tu captes vraiment le côté comment t'appelles ça, ouais, soleil permanent, etc., tu vois, y compris dans l'aspect sombre en fait de la séquence, tu vois, la scène que sur le papier en soi j'aime pas, mais en fait que en lumière j'aime beaucoup, c'est la scène de l'enterrement justement de Daryl, tu vois, parce que t'as un vrai truc d'halo autour de Mel Gibson et tout ça, etc., qui fonctionne super bien. T'as par exemple pareil en fait, si tu veux, ce truc que je déteste aujourd'hui avec internet qui t'explique que les flares ça vient de J.J. Abrams, tu vois, alors que t'as envie de dire mais en fait J.J. Abrams il a bouffé Die Hard comme tout le monde, si tu veux, donc en fait les flares dans la gueule il les a vus, si tu veux, tu vois. Les flares mal faits, c'est J.J. Abrams bien sûr, mais le truc c'est que McTiernan et Jen de Bont ils le faisaient déjà dans Die Hard, si tu veux, dans Octobre Rouge, et là en fait c'est pareil, ça revient aussi, si tu veux, dans comment dire, dans l'Arme Fatale 3, et ça donne un vrai cachet, si tu veux, de McTiernan, dans le hors-série sur Die Hard que j'avais fait, en fait, j'en avais parlé avec lui, je lui avais dit pourquoi, en fait, je lui avais posé la question, il disait, ces défauts donnent une réalité, en fait, dans la captation de la scène. C'est-à-dire que, en gros, ces défauts photographiques, en fait, on les reconnaît. Parce qu'en fait, on reconnaît qu'on peut prendre un reflet sur la gueule, on reconnaît qu'on peut faire tous ces trucs-là, et du coup, ça donne une véracité au moment où tu es en train de capturer la séquence, en fait. Si tu veux, ce n'est pas que capturer la séquence, c'est lui donner de la vie, quoi. Et ça marche, en fait, dans l'Arme Fatale 3. C'est-à-dire qu'il y a ce truc aussi. Je pense que Yann de Bont est le réalisateur officieux du film, en fait, pour moi, sur l'Arme Fatale 3. Vraiment d'un point de vue technique, quoi. Et je le vois d'autant plus que c'est vraiment... je préfère largement l'Arme Fatale 1 et 2, hein, tu vois. Je préfère l'Arme Fatale 3 l'Arme Fatale 4, mais je préfère l'Arme Fatale 1 et 2 parce que c'est des films qui sont plus cohérents, mieux construits, mieux... tu vois. L'Arme Fatale, comme tu l'as très bien dit, l'Arme Fatale 1 et 2, ce sont des films. L'Arme Fatale 3, c'est un épisode de franchise. Voilà. Mais par contre, en fait, il y a ce truc dans l'Arme Fatale 3 de, voilà, je pense que cette rythmique, cette, ces notions de si le film est encore vivant, on va dire, je pense que c'est aussi dû à Yann de Bont, quoi. Ça doit pouvoir jouer, parce que moi, en plus, je t'avoue que j'ai toujours aimé les films beaux. Et j'aime les belles photos. Moi, les photos signées des films enfin, pas signées par Cameron, mais signées par ces différents directeurs de photographie, ou un film comme celui-là, je trouve que c'est juste un plaisir pour l'œil. T'as notamment l'Arme Fatale 3 a aussi commence à mettre vraiment, enfin il avait déjà commencé, mais l'idée du set piece, donc de la grosse scène d'action qui se déroule dans un endroit un peu étonnant, et la scène finale qui se déroule dans des maisons en bois en construction, où ils ont arrosé absolument toute la route pour pouvoir ensuite créer des reflets de bleu et les flammes, puisque les maisons vont être en feu. Enfin, c'est un faste visuel qui est sublime, quoi. Qui est d'ailleurs en fait un des trucs étranges. Moi je me rappelle que la première fois que j'avais vu le film à l'époque,
Ça commence sur un générique qui fait ça, tu sais. C'est le meilleur générique de la série. Ouais, mais sauf que, en fait, si tu veux, tu te dis, mais c'est quoi le putain de rapport, à part évidemment la scène finale, mais le truc, si tu veux, c'est que c'est avec une petite chanson de Sting, là, tu sais. Une très bonne chanson de Sting et Eric Clapton. Et It's Probably Me, quoi. It's Probably Me. Que Alain, à la technique, nous mettra pour un petit bout pour terminer, quoi. Pour vous remettre ça en tête, quoi. Même si, quand même, un score de Michael Kamen aussi, quoi. Et Michael Kamen, mine de rien. En tout cas, moi, j'aime beaucoup la musique de L'Arme Fatale, le premier. Moi, je trouve que celle du 3, alors c'est pas Kamen tout seul, il me semble qu'il est avec Clapton et un troisième gars. Et Eric Sanborn. Merci, c'est ça, Eric Sanborn. Et je trouve que c'est le meilleur score de la série. Ah ouais, carrément. Moi, je préfère celui du premier quand même. Mais celui du deuxième, il y a vraiment trop de saxo. Il y en a aussi là. Hein. Il y en a partout, mais dans le 2, t'as l'impression qu'il y a que du saxo. C'est surtout dans le 2, t'as une reprise de Knocking on Heaven's Door, mais qui est juste sirupeuse. Qui est pas la meilleure possible, quoi. Et ce qui est quand même un chef-d'œuvre, cette chanson, quoi. Mais le truc, c'est que t'as ce générique, donc où tu te dis, putain, mais ils avaient un peu de thunes en plus, quoi. T'as l'impression qu'ils sont allés, on va faire un truc. Alors oui, le générique, il est joli en soi, mais ça pourrait être le générique de Rapid Fire, ça pourrait être le générique de. Parce que ça s'appelle Rapid Fire, donc voilà, ça pourrait être le générique de n'importe quoi, tu vois, c'est ça qui est bizarre en fait, je trouve. Mais ceci, c'est vrai ce que tu dis sur la fin, la lumière elle est incroyable, voilà, ça vend tout de suite le truc en fait, c'est-à-dire que t'as un vrai plaisir à regarder le film sur cet angle-là parce que, enfin, moi j'ai du mal parce que c'est un sabotage, tu vois. Mais s'il y a vraiment quelque chose à sauver, c'est ça, quoi. Excuse-moi, je t'ai coupé. C'était pas grave. Je voulais juste te poser une question, je me souviens plus. Est-ce que L'Arme Fatale 2, l'intro de L'Arme Fatale 2, c'est pas le générique qui explose pour laisser place à la poursuite en voiture? En fait, ça commence littéralement, c'est ça, dans la poursuite en voiture, mais avec un détail, c'est que le logo Warner est piraté par Bugs Bunny. Ah d'accord, j'avais oublié, tu vois, ça fait trop longtemps que je l'ai pas. Faut que je revoie. Donc l'idée, c'était tout de suite de dire attention, on est chez les Looney Tunes. Mais moi, à la limite, les Looney Tunes, ça me dérange moins que je sais pas, je pourrais pas te donner. Le problème, c'est qu'à l'époque de L'Arme Fatale 3, on va dire c'était Seinfeld. Seinfeld, c'est un très grand sitcom, quoi, tu vois. Mais en fait, c'est pas un très grand sitcom, c'est le très grand sitcom, voilà. Et d'ailleurs, je vous invite à écouter, puisque je vais en profiter pour le dire, parce que les auditeurs le savent pas. Un peu d'autopromo, tu vois, voilà, un peu d'autopromo, mais on a repris le podcast Wheel of Series. Et en fait, dans le podcast Wheel of Series, on a consacré 4 épisodes à Seinfeld. Donc si vous savez pas ce que c'est, ou si vous avez envie de savoir, ou si vous aimez Seinfeld, vous pouvez nous écouter. C'est assez facile à trouver. Hein. Je pense que vous tapez Wheel of Series Seinfeld, éventuellement le nom de Clémence ou le mien, et puis en fait vous allez tomber dessus, quoi, sur Google, quoi. Oui, c'est le plus grand sitcom, donc c'est difficile j'ai pas envie de comparer L'Arme Fatale 3 à ce sitcom-là spécifiquement, quoi. Donc j'ai pas d'exemple de sitcom, mais on va dire c'est des gags à la Madame est servie, quoi. Enfin pour moi c'est voilà, ou au Cosby Show, tu vois. C'est-à-dire c'est vraiment des trucs en fait de répétition d'humour, hein, tu vois. À même le film d'ailleurs, tu vois, parce que c'est le 1, 2, 3 ça revient souvent, mais encore une fois il y en a tellement que carrément j'arrive même pas à trouver d'autres exemples, enfin mais c'est marrant parce que moi je trouve qu'il y en a. Enfin, je suis d'accord avec toi qu'il y a une prévalence de l'humour. On est tout à fait d'accord que c'est la première comédie policière, on l'a déjà dit. Hein. Moi, je trouve de la franchise. De la franchise, oui. Mais je trouve que globalement, c'est au détriment du film ces moments-là, mais je les trouve pas si nombreux que ça. Toi, tu as l'impression qu'ils sont extrêmement nombreux. Moi, à la revoyure du film, je me suis dit, bon, ce passage-là, je m'en serais bien passé. Ce passage-là, je m'en serais bien passé. J'aurais honnêtement préféré qu'ils enlèvent Léo Gates pour pouvoir développer un tout petit peu plus l'antagoniste. Parce qu'en fait, l'antagoniste, il a 4 scènes, quoi. En fait, il a 4 scènes et puis il est nul. Enfin, c'est-à-dire, faut être honnête, moi, j'adore, je l'adore dans Stuart Wilson, j'adore dans, comment ça s'appelle Absalom 2022 ? Non. On a fait un podcast dessus, on en a d'ailleurs parlé, il est ridicule, on dirait Louis C.K., quoi. Mais non, je pensais à Excellent plutôt, bad guy. Je pensais plutôt à Hot Fuzz, arrête de me couper, s'il te plaît, tu vois. Où lui il est très drôle en fait dans Hot Fuzz, et je pense qu'il l'utilise aussi pour justement son background d'antagoniste du cinéma d'action, quoi, et ça c'est plutôt bien vu de la part d'Edgar Wright. Mais Edgar Wright, je trouve, a beaucoup plus de goût. Il ne cite pas forcément automatiquement L'Arme Fatale 3. Le truc, c'est que en fait, il est ridicule ce personnage parce que en fait, il a une espèce de côté all you have and shit, tu vois, qui déjà en fait, je trouve, lui enlève une dangerosité mais monstrueuse, tu vois. Et ensuite, je veux dire, vu qu'en fait c'est littéralement traité par ce agent, il faut être honnête, hein, c'est que là, le moment où il découvre qui c'est quand même, on a installé une caméra dans le truc, et en fait la caméra c'est le plan croppé du film, quoi, quand on l'a vu. Et là tu fais, mais non les gars, vous prenez vraiment les gens pour des bourricots dans la façon dont va mettre une caméra en l'air, va rendre ça un petit peu, comment t'appelles ça, genre putain ça ressemble à qui, ça ressemble tout à lui, attends je vais prendre un journal pour voir si tu vois je repense à lui, ou une photo, des trucs, non. C'est Léo qui arrive, fait ah oui c'est lui, je le reconnais, tu vois. Eh bah oui, on l'a vu 3 minutes avant, tu vois, donc exactement littéralement le même plan, mais pas dans une télé, quoi. Donc enfin voilà, et puis la scène qui s'ensuit, c'est la scène où ils le poursuivent
dans un match de hockey, c'est pareil, en fait, il est pas dans la scène, le mec, limite t'as l'impression que c'est l'excuse pour qu'il soit dans un match de hockey, quoi, tu vois. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que quand tu regardes ce match de hockey, tu t'aperçois qu'il y a des stock shots de vrais matchs de hockey, puisque tu vois les jerseys des joueurs où il y a les vraies équipes, et à partir du moment où tu commences à avoir les acteurs dans le champ, c'est plus les mêmes jerseys, c'est plus les mêmes signes. On voit bien qu'ils n'ont pas eu les droits totalement de la comment on appelle ça, de la NHL pour pouvoir avoir les vrais trucs. Mais oui, l'antagoniste est un souci. Moi, je le trouve pas aussi nul que toi, mais par contre, le souci, il est forcément existant, puisque globalement, on a un film qui fait aux alentours des 2 heures, et on a un antagoniste qui est présent quoi, 5 minutes? Ouais, 5-10 minutes. Et puis moi j'ai un problème avec, parce que c'est un méchant de série télé. C'est-à-dire que c'est vraiment le mec, tu vois, je veux dire, la scène où il met un type dans comment t'appelles ça, dans le béton, là, il coule un mec dans le béton vivant, tu vois. J'ai déjà vu 150 fois dans des trucs de Miami Vice ce genre de conneries, tu vois ce que je veux dire. Enfin, Miami Vice, c'est un peu moins con que des séries télé pourries des années 80, genre TJ Hooker, tu vois. Mais le truc, en fait, si tu veux, c'est que c'est vraiment ce genre de truc, en fait, que t'as déjà vu 150 fois, quoi. Et ils le font pas plus ou pas mieux ou pas, voilà, tu vois, c'est vraiment... Ils le font mieux éclairé en scope. Ouais, voilà, mais en fait, c'est basiquement, c'est vraiment un des problématiques de séries télé. Ce qui était, par exemple, pas forcément le cas, j'aimerais qu'on en parle un petit peu plus aussi, tu vois, pour terminer au moins peut-être sur cette note un peu, comment dire, positive, pour moi en tout cas, le cas avec René Rousseau, c'est-à-dire que René Rousseau, moi je l'avais non remarqué dans Free Jack, tu vois, l'année d'avant, tu vois. Déjà, tu avais vu Free Jack, c'était pas le cas de beaucoup de gens. En salle. Bah oui, mais moi tu me dis un film d'action, je fais ok, j'y vais. Tu vois, donc voilà. Moi, tu me dis un film d'action avec Mick Jagger, je fais bah, justement, j'y vais, je fais tiens, on va voir ce que Mick Jagger. Ah non, tiens. Et surtout Emilio Estevez, hein, c'est un peu ça le problème. Et hein. Geoff Murphy aussi. Hein. Geoff Murphy, il a fait Utu, quoi. Ouais, après, et Piège à la grande vitesse. Oui, j'adore Piège à la grande vitesse, voilà, mais bon. Hein, voilà. Mais pour le coup, elle explose vraiment, en fait. C'est-à-dire, René Rousseau, elle a le droit à une partie de sa carrière en fait qui a explosé quand elle avait 35-40 ans. C'est vraiment à ce moment-là, quoi. C'est-à-dire avec L'Arme Fatale, elle avait 35 ans je crois, L'Arme Fatale 3, et en fait c'est super parce que c'est finalement, mine de rien, c'était encore un petit peu rare en fait, et surtout dans L'Arme Fatale en fait. Surtout en fait ce qui est étonnant, c'est que le personnage de Joe Pesci, Leo Getz, est un personnage populaire, mais il a 3 minutes dans le film. Dans le 4 ils vont rajouter d'autres personnages, mais ils auront 3 minutes dans le film. Là, elle existe vraiment. C'est un troisième larron, quoi. Elle a sa scène d'action. Ouais. Bon, même si elle se fait déblayer à la fin assez rapidement, voilà. Tu vois, voilà. Donc non, en fait, c'est un personnage qui existe, dont tu te rappelles, ils ont essayé de te le vendre comme l'équivalent féminin de Riggs, mais bon, c'est pas tout à fait ça non plus. Faut pas déconner. C'est justement, je la trouve un peu plus stricte, un peu moins, tu vois. Elle est un peu plus règlement, mais elle a ce côté chien fou entre guillemets, mais chien fou dans l'action, pas dans le fait qu'elle soit tarée. En tout cas, elle est un peu plus sérieuse, quoi. C'est surtout ça. Elle n'est pas l'objet de gag en permanence. C'est ça le truc. Donc, à part la scène justement des cicatrices là où il tombe amoureux, ceux qui, moi je trouve un peu beauf sur les bords, mais bon bref. C'est une scène de séduction originale. Beauf. Tu ne l'avais jamais vue avant, tu ne l'as jamais revue depuis. Beauf. Voilà. Mais bon voilà, c'est pour terminer, c'est ce que je dirais sur L'Arme Fatale 3. En tout cas personnellement, je te laisserai le mot de la fin pour qu'on reste sur une note positive. Voyons, tu vois, c'est quand même en fait la beaufisation à mort de la série pour moi, et c'est le problème. Voilà, je suis comme souvent moins sévère que toi en disant que c'est oui un film qui a un humour parfois trop présent, mais que c'est une continuation logique surtout par rapport à Donner, pas forcément par rapport à Riggs et Murtaugh, mais que Donner tire le film vers la comédie policière, ça ne me surprend pas, et donc du coup quand je vois le film je suis pas surpris. Et effectivement le fait qu'on ait pas mal de scènes d'action, qu'elles soient plutôt efficaces, qu'on ait des personnages qui ont des vrais arcs aussi mangeurs de gâteaux de chien soit-il, et qu'on ait cette lumière dont on a déjà parlé, bah, ces 3 trucs là font que, comme tu l'as dit au début, en fait je vais juste boucler là-dessus, c'est un film qui est très facile à revoir et plutôt agréable à revoir. C'est pas ce genre de film où t'as un mouvement de recul en disant oula. Non, ça c'est un Fatal 4, mais on en parlera. On en reparlera une autre fois, je pense. On en parlera une autre fois. Il y a un gros podcast à faire sur un Fatal 4 et on y reviendra probablement un jour, quoi. Et c'est en plus un genre de film qui est très populaire, donc très facile à trouver. Et franchement, si vous êtes un amateur de support physique, le coffret, il est pas déconnant, il coûte rien. Il y a les 4 films dans des copies qui sont très belles. En Blu-ray, ouais. En Blu-ray, et vraiment, moi j'ai dû le payer, je sais pas, 15 balles un jour en promo avec les 4 films. Hein. Donc, et il y a à peu près une petite heure de bonus sur un 5e Blu-ray qui présente un peu l'héritage de la saga, et on voit très
très bien pourquoi L'Arme Fatale 3 est une comédie policière, parce qu'alors c'est décontracte du bonus, hein. C'est genre, on a l'impression que les mecs en fait ils venaient plus faire un week-end barbecue, puis ils tournaient un film quand ils avaient le temps entre les deux, quoi. Ouais, en plus c'est bien d'en parler aussi parce qu'en ce moment il y a des discussions qui reviennent sur l'idée que en fait on va peut-être faire L'Arme Fatale 5, enfin peut-être que Donner va reprendre la franchise et faire L'Arme Fatale 5. Il dit même que ça serait son dernier film puisqu'il a quand même 90 ans en plus, hein. J'ai deux questions, moi. La première elle est toute simple, hein. Pourquoi ? C'est-à-dire que bon, L'Arme Fatale 4 ça partait déjà très légèrement en sucette et en plus le film se termine vraiment sur une sensation de fin. Toute la famille est réunie, machin, etc. Donc tu veux faire une fin par-dessus la fin, le 3 aussi se terminait sur cette sensation-là, en vrai, hein. C'est pas une fin de familiale, mais une fin en tout cas... voilà. T'avais moins ce côté, tu sais, le générique de fin sur des photos de l'équipe technique, avec le morceau Why Can't We Be Friends, où t'as vraiment cette sensation il y a une page qui se tourne. Donc, la première question, c'est pourquoi ? Est-ce qu'il y a vraiment une histoire à raconter avec ces gens qui sont depuis longtemps à la retraite, parce qu'ils ont tous, pour les plus jeunes, 60 berges. Et puis... il veut faire un film, c'est très bien, mais il a 90 ans. Est-ce qu'il a encore l'énergie nécessaire à faire un blockbuster à 200 patates, ou même si c'est un film moyen à 100 patates ? Je doute que ça se fasse. Mais bon. Moi aussi, j'y crois pas un seul instant. Et de toute façon, des mecs de 90 ans qui font des films, il y en a qu'un. Le seul, le vrai. Clint. Voilà, je pense que c'est une belle façon. Voilà, il fallait terminer là-dessus, quoi. Merci Julien Charpentier, c'est le très beau mot de la fin. Merci Stéphane. Merci Alain, merci à la technique qui est en train de tourner de l'œil, qui dit qu'ils me font chier avec L'Arme Fatale 3 depuis tout à l'heure. Là, j'en ai marre là, de les entendre, je suis obligé de les écouter dans mon casque. Donc merci à toi Alain. Merci à nos tipeurs, merci à nos auditeurs. Si vous voulez nous soutenir, c'est sur tipeee.com avec 3 E. Les mots-clés, c'est Capture Mag. Et puis, vous pouvez nous écouter, nous suivre en fait sur les agrégateurs de podcasts habituels, sur les réseaux sociaux habituels. La prochaine fois qu'on parlera de Julien Charpentier, ça sera avec un meilleur film. Merci, au revoir.